S'il plaît au tribunal, Monsieur Gerthofer va lui présenter maintenant le dossier du pillage artistique. La section économique de la délégation française avait préparé un exposé sur le pillage des œuvres d'art dans les pays occupés de l'Europe occidentale. Pour abréger les débats, à l'audience du 22 janvier dernier, nous avions cru devoir renoncer à présenter cet exposé, tout en restant cependant à la disposition du tribunal s'il l'estimait nécessaire. Mais depuis le 31 janvier, le ministère public de la délégation des États-Unis a bien voulu nous faire connaître que l'accusé Rosenberg avait l'intention de soutenir que les trésors artistiques furent simplement recueillis pour être protégés. Nous estimons qu'il résulte des documents que nous tenons à la disposition du tribunal qu'il ne peut s'agir de protection, mais de véritable spoliation, et je suis à la disposition du tribunal pour lui en administrer la preuve dans un exposé que je réduirai le plus possible en versant au débat les documents que nous avions réunis. Si le tribunal le veut bien, je puis lui faire ce rapide exposé. En tout cas, je suis à ses ordres. Monsieur le Président, Messieurs, le pillage des œuvres d'art présente un aspect culturel sur lequel je ne reviendrai pas, puisqu'il a fait l'objet d'un exposé de Monsieur le colonel Storey le 18 décembre 1945. Je me placerai simplement au point de vue économique pour parfaire l'exposé sur le pillage en général des pays de l'Europe occidentale. Comme le tribunal pourra l'apprécier, les dirigeants du Reich se sont principalement emparés d'une façon systématique des œuvres d'art appartenant à des particuliers, le plus souvent sous le prétexte que ceux-ci étaient israélites, se procurant ainsi des moyens d'échange précieux. En Belgique, en Hollande, au Luxembourg,
En France, galeries de tableaux, collections publiques ou privées, meubles anciens, faïences, bijoux ont été volés. Il ne s'agissait pas alors de pillage individuel, de pillage de soldats, comme toutes les guerres en ont offert et en offrent encore l'exemple. Cette campagne de rapine s'est faite de façon systématique et disciplinée. Les procédés mis en œuvre ont été divers. L'arbitraire ou le fait personnel des individus n'a pu s'exercer que dans la mesure où il venait seconder l'exécution des plans élaborés par les chefs nationaux socialistes dès avant le mois de juin 1940. L'organe officiel d'exécution des pillages fut principalement l'état-major spécial du ministre Rosenberg pour les territoires occupés de l'Europe occidentale et des Pays-Bas. Si cet organisme ne fut pas le seul agent, il a été le plus important. Monsieur le colonel Storey avait déjà attiré l'attention du tribunal sur ce comportement criminel. La volonté de mettre la main sur les œuvres d'art, aussi bien que sur les richesses matérielles, est à la base de la politique d'expansion nationale-socialiste. Le comportement en Pologne de l'accusé Frank en a déjà fourni une preuve suffisante. Dès l'invasion de l'Europe de l'Ouest, apparaît l'idée de protéger ce butin de prix. C'est d'abord dans la précipitation et le désir de saisir le plus, plusieurs autorités parallèles vont exécuter les confiscations. L'autorité militaire d'abord, soit indirectement, comme ce fut le cas en Hollande, avec les services spéciaux du Devisenschützkommando, soit directement, comme ce fut le cas en France, avec le service dit de la production artistique. L'autorité civile ensuite se vit parallèlement confier la même mission. Qu'il s'agisse de l'ambassade d'Allemagne à Paris ou dans les Pays-Bas. L'Office des biens ennemis relevant en Hollande du commissaire du Reich. Cette pluralité de compétences, survécue d'ailleurs à l'installation de l'état-major Rosenberg, et ce sera la première phase du pillage des œuvres d'art. D'après la correspondance officielle, aussi bien que les déclarations d'Otto Abetz, l'initiative en est imputable au ministre des Affaires étrangères partant de l'accusé Ribbentrop. Cette première phase a duré de l'entrée des Allemands
dans les pays de l'Europe occidentale jusqu'au mois d'octobre 1940. La deuxième phase commence avec l'apparition de l'état-major spécial Rosenberg. Il entre en scène sous le patronage de l'accusé Göring, et pour lors, c'est à ce dernier qu'ont été principalement imputables les opérations de pillage. Vers le mois de juillet 1942, une troisième phase s'ouvre dans l'histoire de l'état-major spécial. Le principal responsable est alors l'accusé Alfred Rosenberg. L'activité de l'état-major spécial ne cessa en Europe qu'avec la Libération. Une part des archives du service Rosenberg tomba entre les mains des armées françaises. Une autre part, qui avait été repliée sur Fuessen, furent saisies par l'armée américaine, qui recueillit également les archives de l'accusé Rosenberg. Telle est l'origine des documents PS présentés au tribunal. L'appréhension des œuvres d'art a commencé dès l'entrée des troupes allemandes en Hollande, Belgique et France. À Paris, dès le mois de juin, un service de l'ambassade est dirigé par von Kunsberg et par le docteur Drixken, parallèlement à un service spécialisé du gouvernement militaire, dirigé par le comte Wolf Metternich. L'ordre de saisie visait, au mépris de la Convention de La Haye, aussi bien la propriété publique que privée. L'accusé Keitel donna le 30 juin 1940 un ordre au général von Blomberg, gouverneur de Paris. Je dépose une copie de cet ordre sous le numéro 1301. Le voici. Le Führer a, après rapport du ministre des Affaires étrangères, donné ordre de mettre la main à côté des objets d'art et valeurs historiques en possession de l'État français sur les objets d'art et valeurs historiques en possession privée, surtout possession juive. Ce ne doit pas être une expropriation, mais un transfert sous notre garde comme garantie pour les négociations de paix. Ici s'arrête la citation. Des mesures identiques ne tardèrent pas à être prises en Hollande, en Belgique et au Luxembourg. C'est ainsi que pour la Hollande. That was 1301, was it not? 1301, oui, Monsieur le Président. Le premier document, 1301. Yes. Le document 1302, qui est un document découvert par l'armée des États-Unis
et qui avait été immatriculé sous le numéro 1300 PS, dont je dépose une copie, a été ainsi libellé par l'accusé Keitel le 5 juillet 1940. Le Reichsleiter Rosenberg a suggéré au Führer ce qui suit. Premièrement, les bibliothèques d'État et archives seront fouillées pour trouver des documents de valeur pour l'Allemagne. Deuxièmement, les chancelleries et hautes autorités de l'Église et les loges seront fouillées pour rechercher la preuve des manœuvres politiques dirigées contre nous. Et le matériel en question sera saisi. Le Führer a ordonné que cette suggestion soit suivie et que la Gestapo, aidée par les archivistes du Reichsleiter Rosenberg, ait la charge des recherches le chef de la police de sécurité SS, Gruppenführer Heydrich, a été informé. Il se mettra en rapport avec le commandant militaire compétent pour exécuter ses ordres. Ces mesures seront exécutées dans toutes les régions des Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et France occupée par nous. Il est demandé que les services subordonnés soient informés. Le chef du haut commandant de l'armée, signé Keitel. Ici s'arrête cette citation. Je verse sous le numéro 1303 la copie du document PS 139, rédigé pour la Hollande à peu près dans les mêmes termes. Et sous le numéro 1304, la copie du document 140 PS, qui est analogue pour la Belgique. En même temps, par ordonnance du 15 juillet 1940, en exécution des ordres de Keitel, une ordonnance concernant la protection des objets d'art était prise dans les territoires occupés. Cette ordonnance apparut au bulletin officiel allemand Die Vobif, numéro 3, page 49 et suivante. Je dépose une copie de cette ordonnance sous le numéro 1305 et je demanderai la permission au tribunal de lui citer les deux paragraphes suivants. Premier paragraphe, alinéa 1. Les objets d'art mobiles ne seront pas éloignés du lieu où ils se trouvent actuellement, ni modifiés d'une manière quelconque sans l'autorisation par écrit d'un commandant supérieur de la Militar Verwaltung.
Alinéa 3. Les objets d'art mobiles dont la valeur surpasse 100 000 francs doivent être signalés par leur propriétaire ou détenteur par écrit jusqu'au 15 août 1940 à la Feldkommandatur compétente ou à une autre autorité désignée par celle-ci. Si le tribunal veut bien se souvenir des explications que j'ai eu l'honneur de lui donner il y a 15 jours, il se souviendra que pour les valeurs mobilières, pour les devises et pour les autres richesses, les Allemands avaient pris à la même époque des ordonnances semblables de blocage ou d'immobilisation. Dans cette ordonnance, destinée à être connue de la population des territoires occupés, il ne s'agissait pas encore de mise en sûreté ou de confiscation, mais simplement d'immobilisation et de déclaration, mesures préparatoires à la spoliation future et indices de mauvaise foi à retenir. Dès cette époque, il fut procédé aux saisies des plus célèbres collections israélites françaises. Saisies faites dans de telles conditions qu'elles provoquèrent de nombreuses protestations élevées à la commission d'armistice de Wiesbaden. Je dépose dans le livre de documents, sur le numéro 1306, une lettre du secrétaire d'État français aux Finances du 18 décembre 1941 contenant une de ces protestations. Pour ne pas abuser des instants du tribunal, je ne lui ferai pas de citation, je me contente de déposer la lettre. La délimitation des activités et des compétences n'était pas faite entre les autorités civiles et militaires allemandes. Il y eut des conflits et des rivalités. Mais, dès le mois de mars 1941, la place de premier plan fut dévolue à l'état-major spécial Rosenberg. Et il est possible de dire qu'il a joui de 1940 à 1944 d'un véritable monopole en ce qui concerne les confiscations d'objets d'art, aussi bien au Luxembourg qu'en Belgique, en Hollande ou en France. L'état-major spécial Rosenberg était une émanation du bureau de politique extérieure du parti, dont la première fonction théorique
consisté à recueillir leur matériel politique qui pouvait et pourrait être exploité dans la lutte contre la juiverie et la franc-maçonnerie par la Hochschule. C'est l'école supérieure dont Hitler définissait les buts dans son ordre du 29 janvier 1940, qui figure dans la documentation américaine sous le numéro 136 PS et dont je dépose une copie sous le numéro 1308. Ce document est très court, je vais en donner lecture au tribunal. L'école supérieure, Hochschule, doit être un jour le centre même de la recherche de la doctrine No, I can't hear that. We couldn't hear that. Go on. L'école supérieure, Hochschule, doit être un jour le centre même de la recherche, de la doctrine et l'éducation nationale socialiste. Sa création aura lieu après la guerre, aussi pour rater la mise en train du travail préparatoire commencé. J'ordonne que le Reichsleiter Alfred Rosenberg continue à diriger ces travaux préparatoires, en premier lieu dans le domaine de la recherche et de l'établissement de la bibliothèque. Les services du parti et de l'État sont tenus à lui donner leur aide dans cette tâche. Berlin, le 29 janvier 1940, signé Hitler. Chargé de rechercher et de saisir les collections juives laissées sans maître dans les pays occupés, l'état-major spécial Rosenberg ne se contenta pas de piller les habitations particulières, mais son activité impliqua l'enlèvement de mains dépôts, notamment dans des coffres de banque. C'est ce qui résulte notamment d'un passage du document que j'ai déposé sous le numéro 1307, que j'ai déjà déposé sous le numéro 1307, et dont le tribunal me permettra de lui lire un passage. C'est à la page 2 de la traduction. C'est également reproduit dans l'exposé. Le 26 février 1941, M. Braunmüller, agissant pour le compte de M. Rosenberg, a fait enlever 2 caisses remplies d'objets d'art, inventoriés en dépôt à l'agence de la Société Générale à Arcachon, au nom du séquestre de M. Philippe de Rothschild, non encore relevé de la déchéance de la nationalité française. Ici se termine cette citation.
Le champ d'activité de l'état-major Rosenberg ne se limita pas d'ailleurs au pillage des biens juifs ou maçonniques. Il engloba rapidement tout ce qu'il put saisir de patrimoine artistique des pays occupés. Patrimoine que l'état-major spécial s'appropria par des moyens toujours illégaux, sans distinguer entre les biens privés et les biens publics. Cette action de l'état-major Rosenberg a été inspirée par les ordres de l'accusé Göring lui-même. C'est ainsi que je dépose sous le numéro 1309 un document découvert par l'armée des États-Unis et immatriculé sous le numéro 141 PS, qui est constitué par un ordre de l'accusé Göring du 5 novembre 1940, daté de Paris, et qui étendait l'activité de l'état-major spécial. Voici cet ordre. Pour assurer la conservation des objets d'art possédés par des Israélites, les objets d'art déposés au Louvre feront l'objet des mesures suivantes. Premièrement, ceux des objets d'art dont le Führer s'est réservé le droit de disposer quant à leur affectation ultérieure. Deuxièmement, ceux des objets d'art qui peuvent servir à compléter les collections du maréchal d'Empire. Troisièmement, ceux des objets d'art ou des collections qui semblent pouvoir être utilisés par les universités dans le plan général du Reichsleiter Rosenberg. Mr. Jacob, I think this document's already been read. I think it's read by Colonel Story. C'est possible, Monsieur le Président, je passe dans cette commission. J'en arrive alors à l'ordre de l'accusé Keitel du 17 septembre 1940, dont je dépose une copie sous le numéro 1310 et qui porte le numéro 138. En voici le passage principal. En supplément à l'ordre du Führer, transmis au Reichsleiter Rosenberg, de fouiller les loges, les bibliothèques et les archives des pays occupés pour les objets précieux pour l'Allemagne et de sauvegarder ces derniers par l'intermédiaire de la Gestapo. Le Führer a décidé. Le Reichsleiter Rosenberg ou son représentant, le Reichshauptleiter Ebert, ont reçu du Führer personnellement des instructions précises concernant le droit de confiscation. Il est autorisé à transporter en Allemagne les objets qui lui semblent précieux et à les mettre en sécurité. Le Führer s'est réservé pour lui-même la décision de leur futur emploi. On est prié d'informer les services compétents.
Les activités de l'état-major spécial Rosenberg ont été multiples. C'est ainsi, par exemple, que le 18 décembre 1941, Rosenberg suggéra à Hitler la saisie de mobilier juif dans les territoires occupés de l'Ouest pour servir à l'installation des organes du parti dans les régions de l'Est. It would help us, I think, if you told us when you are passing on in your expose, if you said that you were passing on to such and such a page, we should then be able to go on to it. Would you do that? D'accord. Nous sommes à la page 14 de l'exposé. Voici la copie de ce document qui a été découvert par l'armée des États-Unis, qui porte le numéro 1 PS et dont je dépose une copie au livre document sous le numéro 1311. Partout dans l'Est, l'administration a trouvé des conditions de vie effroyables et des possibilités d'approvisionnement sont si limitées qu'il est pratiquement impossible d'acheter plus. C'est pourquoi je requiers du Führer son approbation pour la saisie de tous les mobiliers appartenant à des Juifs qui ont fui ou de ceux qui sont sur le point de fuir Paris, comme dans tous les territoires occupés de l'Ouest, pour fournir en mobilier, autant que possible, l'administration de l'Est. J'en arrive au bas de la page 15. Les Allemands dissimulaient d'ailleurs leurs intentions. C'est ce qui résulte notamment de la lettre en date du 28 février 1942 adressée à la commission allemande d'armistice par le commandant militaire allemand en France et dont je dépose une photographie sous le numéro 1312. Page 16. Voici quelques extraits de cette lettre. Prenant en considération la mission spéciale dont est chargé l'état-major spécial Rosenberg et qui consiste à saisir les biens artistiques des Juifs, des protestations du gouvernement français contre l'activité de l'état-major spécial sont toujours présentées à l'OKH. Et il est simplement répondu au gouvernement français par une décision intermédiaire, c'est-à-dire que la demande est transmise au service intéressé à Berlin pour examen de décision. Et plus loin dans la même lettre, on peut lire: les missions de l'état-major spécial Rosenberg doivent être, comme toujours, tenues secrètes vis-à-vis des services français.
une lettre adressée au chef de section de l'administration militaire à Paris du 7 avril 1942 et que je dépose sous le numéro 1313, fait apparaître les mêmes directives. En voici un passage. Les mobiliers appartenant à des juifs de nationalité anglaise et américaine ne seront pas réquisitionnés pour le moment, mais uniquement les mobiliers des juifs de nationalité partiellement ou totalement, ou de ceux qui sont apatrides. Les objets réquisitionnés deviennent propriété du Reich. Aucun reçu ne sera délivré. Les droits des tiers, surtout ceux des locataires et de propriétaires de garde-meubles, sont considérés comme éteints. Et plus loin, les mêmes instructions, page 17 de l'exposé. Sixièmement, l'exécution des opérations doit être aussi discrète que possible, aux demandes de principe émanant de services français locaux. Quant aux opérations, il faut répondre verbalement qu'il s'agit d'une mesure punitive ordonnée par les autorités supérieures. Toutes explications supplémentaires sont superflues. Et plus loin, les explications par la voie de la presse sur l'emploi de locaux juifs laissés vacants ne sont pour le moment pas opportuns. Ici s'arrête la citation. J'en arrive à la page 19 de l'exposé pour citer le passage très court d'une lettre en date du 18 juin 1942, signée de Rosenberg et adressée à l'accusé Göring. Je dépose une copie de cette lettre sous le numéro 1314. En voici le passage dont je veux donner lecture au tribunal. C'est à la page 20 de l'exposé et à la page 2 du document. Il y a déjà quelque temps, j'ai approuvé les instructions données par le chef de mon Einsatzstab, le Stabführer Utikal, au docteur Loos, de l'office de la peinture, pour qu'il soit à votre disposition pour l'exécution de vos désirs personnels. Ici s'arrête cette citation. Je n'arrive maintenant, messieurs, à quelques explications sur les opérations de saisie à la page 22 de mon exposé écrit. Étant donné que les premières confiscations ont été faites par l'autorité militaire, le Devisenschutz-Kommando et l'ambassade d'Allemagne, l'état-major spécial n'entra en scène qu'à un moment où les grandes saisies collectives étaient déjà faites. La plus grande partie des collections Rothschild, Kahn, Veil-Picard et Wildenstein
était faite et elle représentait près des 3/4 du butin global de l'état-major spécial. Sur les procédés employés pour appréhender les œuvres d'art, je dépose au tribunal un document qui est constitué par une lettre du secrétariat aux finances de France du 25 octobre 1941 et que je dépose sous le numéro 1315. Pour ne pas abuser des instants du tribunal, je me contente de déposer le document car il est vraisemblable que mon collègue chargé des imputations personnelles y fasse allusion de son côté. Page 24 de l'exposé écrit. How do you prove that the greater part of the Rothschild, Chang, Weil, Pickard and Wildenstein collections were confiscated in the middle of November 1940? What's the evidence of it? Ceci résulte des renseignements généraux qui nous ont été fournis par les services des Beaux-Arts. Well, have you put in a report of a government committee which states that? Non, je n'ai pas un dossier de rapport. Je n'avais pas cru nécessaire de le déposer parce que je crois qu'il a été admis que presque toutes les collections Rothschild ont été saisies à ce moment-là. I don't think we can take judicial notice of it in the absence of some government report, simply upon the statement. Je crois que la question n'a pas grand intérêt. No, well, the tribunal can't take any notice of statements which are not supported by evidence. And therefore, we shall disregard that statement. Je crois que la question n'a pas d'intérêt parce que tout à l'heure, le tribunal verra la quantité énorme d'œuvres d'art qui ont été saisies et déménagées par les Allemands et j'ai cru inutile de faire un détail par nom de propriétaire. Frank Jeffrey, I've just looked at that one. It's an account of the period October 40 to 44, which deals with the Rothschild collection and everything else. In his document book, if he's going to refer to it, this one is this number. It's in document book 2 and 1015 PS. It deals with the whole thing, the period with the Rothschild, if he's going to do it. I see that I'm informed that in the document 1015 PS. 1015 PS, which is in your second document book, the facts are stated. I don't know whether you were going to make use of that document. It's the one second, no, yes, it's the third one. 1323. 1323. 1323. Il y a en effet le numéro 1323 est en effet le rapport du docteur Scholz sur l'activité de l'état-major Rosenberg. Et dans ce rapport, il est donné des détails sur les quantités qui ont été prélevées. Je le citerai tout à l'heure. And it includes the dates, October 40 to July 44, and it includes the Rothschild collection. I don't know whether it refers also to the other collections which are mentioned in your exposé. Je cite également ce rapport un peu plus loin.
Ce rapport a également été cité par le colonel Storey le 18 décembre. I only intervene for the purpose of saying that we can't take any notice of statements of facts unless there is some evidence to support them. Après les opérations de saisie, les Allemands ont procédé, page 24 de l'exposé écrit, les Allemands ont procédé à des opérations d'inventaire, de catalogue et de conservation proprement dites. Ces opérations ont été un très gros travail. Cette besogne s'avéra excessivement longue et très compliquée, vu le manque d'ordre et de méthode. Les objets étaient amenés au musée du jeu de paume et au Louvre, le plus souvent en un seul lot, provenant d'origines très diverses, d'où impossibilité de les inventorier. Une grande quantité de matériel était classée inconnu quant à l'origine, mais cependant, dans un rapport de l'état-major Rosenberg du 15 avril 1943, découvert par l'armée des États-Unis et immatriculé sous le numéro 172 PS, et dont je dépose une copie sous le numéro 1316, on peut lire le passage suivant. C'est grâce à cette étude détaillée du matériel saisi que l'on peut baser un compte-rendu fidèle sur l'ensemble des actions de saisie au point de vue financier. Les travaux préparatoires ont été menés de telle façon que, une fois le rapport général fait, il pourra être considéré comme un document inattaquable relatant une opération de recensement et de saisie artistique unique en ce genre dans l'histoire. Ici s'arrête cette citation. J'en arrive à la page 26 de mon exposé. Un certain nombre d'œuvres d'art étaient considérées par les Allemands comme des œuvres dégénérées et l'entrée sur le sol national-socialiste leur était interdite. En principe, elles auraient dû être détruites. Mais dans le cadre de l'économie de guerre totale, ces toiles, pour condamner qu'elles fussent, n'en présentaient pas moins une valeur marchande, une valeur d'échange certaine et élevée. Aussi soigneusement détectées dans les grandes collections et chez les particuliers, ces toiles furent saisies et comme le prévoyait déjà l'alinéa 5 de l'ordonnance du 5 novembre 1940, livrées au commerce d'art français et allemand. En plus de ces toiles condamnées,
D'autres étaient laissés de côté comme présentant moins d'intérêt pour des collections officielles. Elles fournirent la matière à de nombreux abus. C'est ainsi que nous arrivons au trafic des œuvres d'art. Il ne s'agit pas ici d'opérations occultes et frauduleuses qui ont été le fait personnel de tel ou tel des membres du service Rosenberg. Mais il s'agit d'opérations officielles. Page 27. Deux sortes d'opérations ont été couramment exécutées par l'état-major spécial, à savoir les échanges et les ventes. Les échanges. Nous avons à ce sujet, page 27 bis, à titre d'exemple, la déposition du sieur Gustave Röchling, reçu par M. Frappier, juge d'instruction à Paris, le 6 janvier 1946. Je dépose sous le numéro 1317 cette déposition, dont voici un passage dont je vais donner lecture au tribunal. Au cours des années 1941 et 1942, j'ai échangé différents tableaux anciens contre 80 tableaux modernes remis par Lauzet, qui me disait toujours que ces échanges étaient effectués sur l'ordre de Göring et que les tableaux reçus étaient destinés à Göring. J'ai su depuis que tous les tableaux donnés en échange se trouvent dans la collection Göring. J'ai remis en échange environ 35 tableaux et peut-être plus. Ici se termine cette citation. Ces faits sont confirmés par l'accusé Rosenberg lui-même dans les dernières lignes de son rapport du 15 avril 1943, immatriculé sous le numéro 172 PS déjà cité, et dont j'ai déposé une copie sous le numéro 1316. Voici le passage intéressant de ce rapport. Sur l'ordre du maréchal d'Empire, un certain nombre de ces produits de l'art français moderne et dégénéré ont fait l'objet auprès du commerce d'art parisien d'échanges contre des peintures possédant une valeur artistique reconnue. C'est ainsi que dans des conditions très intéressantes, ont été acquises 87 œuvres de vieux maîtres italiens, néerlandais ou allemands, possédant une haute valeur reconnue. Ici s'arrête la citation. De nombreux objets d'art, des livres et des tableaux surtout, furent vendus par les représentants de l'état-major spécial. Certains le furent en France, d'autres en Allemagne ou en Suisse. Le calcul apparaît donc nettement si l'on songe que les tableaux saisis, sous un prétexte juridique fallacieux de mise en garde,
pouvaient être mis en vente sur des places neutres et payés en devises. Je crois maintenant devoir vous donner quelques très courtes explications sur les justifications que les Allemands ont données à leur saisie. Page 29 de l'exposé. Ces justifications sont d'abord des arguties sur le caractère même des saisies, mesures temporaires et conservatoires pour d'aucuns. Le comte de Metternich, chef du service de protection artistique en France de juillet 1940 à 1942, a fait le point avec netteté dans un rapport dont une copie a été découverte en France et que je dépose sous le numéro 1318. Voici de courts extraits de ce rapport. 1318, isn't it? The translation came through 1317. 1318. Au bas de la page 29 de l'exposé écrit. Dès mon arrivée en France, j'ai pu me rendre compte que différents services qui n'appartenaient pas à l'administration militaire s'intéressaient aux objets d'art transportables. Et un peu plus loin dans le même paragraphe, on ne prévoyait pas d'expropriation, mais ces objets étaient considérés comme des gages pour le futur traité de paix. Il n'a pas été publié d'instructions plus détaillées concernant l'exécution de cette ordonnance et les termes sous la garde n'ont pas été interprétés. Ici s'arrête ma citation. Mais les termes vagues de sous la garde permettaient aussi toutes les interprétations. D'après certains, la mainmise n'était qu'une mesure temporaire, mais la question de l'appropriation définitive n'en demeurait pas moins pendante. Pour l'accusé Rosenberg, la situation était simple. Il l'exprime dans sa lettre précitée du 18 juin 1942, adressée à Göring, que j'ai déposée tout à l'heure sous le numéro 1314. En voici le passage intéressant. Je pense donc, et vous serez d'accord avec moi sur ce point, que les biens artistiques saisis à des juifs doivent être regardés comme étant saisis pour le compte du Parti national-socialiste. En ce qui concerne les matériaux de documentation, le Führer a déjà décidé que le matériel saisi par l'état-major spécial doit être donné à l'école supérieure. Il serait aussi nécessaire de donner un jour les objets d'art saisis au parti. Bien entendu, la décision doit être laissée au Führer, mais un tel arrangement serait raisonnable étant donné que le parti a payé pour la bataille contre les Juifs depuis 20 ans. Ici s'arrête ma citation. Et nous sommes en droit de dire que les confiscations ne sont plus dès lors
des mesures conservatoires, ni des réquisitions, mais une sorte de prélèvement de butin revenant au peuple allemand, triomphateur du peuple juif, qu'il a mis hors la loi. Dans un rapport justificatif demandé par le commandant de l'armée et rédigé sur l'ordre de l'accusé Rosenberg par le chef d'état-major spécial Utikal en novembre 1941, ce dernier va jusqu'à affirmer: je dépose ce rapport sous les numéros 1319, 1320 et 1321. Et je fais une courte citation de l'annexe 1321, page 31. Les mesures de représailles allemandes contre les Juifs ont aussi leur fondement dans le droit des gens. Il y a dans le droit des gens un principe reconnu selon lequel on a le droit d'employer dans la guerre les mêmes conceptions et d'exercer les mêmes représailles dont l'adversaire a usé le premier. Or, les Juifs ont de tout temps, dans leur droit juadique formulé dans le Talmud, appliqué ce principe que tous les non-juifs doivent être considérés comme du bétail et par conséquent sont dépourvus de droits, que la propriété des non-juifs doit être traitée comme une chose qui a été abandonnée, c'est-à-dire comme n'ayant pas de maître. Ici s'arrête cette citation. Ainsi, messieurs, les confiscations de l'état-major spécial ont été abritées derrière cette étrange interprétation du droit dont il semble inutile de discuter la valeur devant le tribunal. Les autorités belges, hollandaises et françaises émirent de fréquentes protestations étayées sur les principes les plus élémentaires du droit international, mais essuyèrent toujours des refus. Page 32 de l'exposé. Il conviendrait sans doute de préciser l'ampleur des saisies. Il est difficile d'apporter une appréciation globale en valeur, bien que Rosenberg lui-même ait à plusieurs reprises fait une estimation de son butin, notamment dans une lettre au trésorier du parti Schwarz du 14 novembre 1940, document découvert par l'armée des États-Unis portant le numéro 1736 PS et dont je dépose une copie sous le numéro 1322, Rosenberg estime à cette date déjà à un demi-milliard de Reichsmark le montant du butin. Les documents d'état-major spécial sont assez nombreux et précis pour permettre de fixer quelques données quantitatives. Les saisies de l'état-major artistique d'abord. Le document de base est le rapport du docteur Scholz en date du 14 juillet 1944 dont il a fait état tout à l'heure. C'est le document 1015 PS qui a déjà été en partie présenté à la Cour par monsieur le colonel Storey et dont je dépose une copie sous le numéro 1323. Je n'extrairai de ce rapport que de très courtes indications en ce qui concerne les quantités d'objets qui ont été enlevés. D'après ce rapport,
21 903 objets provenant de 203 collections particulières ont été enlevés, notamment dans les collections Rothschild, Alphonse Kahn, David Veil, Lévy de Benazon, frère Seligman. D'après le même rapport, il y eut au total 29 grands envois, 137 wagons et 4174 caisses. Page 34. Je ne ferai pas d'autres citations de ce rapport, car je crois que mon collègue chargé des imputations personnelles, lui aussi, y fera allusion. Would that be a convenient time to break off? L'état-major spécial Rosenberg ne s'est pas intéressé seulement aux tableaux et aux objets d'art, mais aussi aux livres. C'est ainsi qu'il résulte du document découvert par l'armée des États-Unis et immatriculé sous le numéro 171 PS, dont je dépose une copie sous le numéro 1324, que 550 000 volumes ont été pris en France. Page 37 de l'exposé. La Hollande a également fourni un lourd tribut de livres. De riches bibliothèques en incunables et manuscrits ont été pillés. Il résulte du document 176 PS, découvert par l'armée des États-Unis et dont je dépose une copie sous le numéro 1325, que la valeur des livres s'élevait à environ 30 à 40 millions de Reichsmark. On doit citer également qu'il résulte des documents 178 et 171 PS que je dépose sous le numéro 1326, que les archives de la banque Rothschild ont été enlevées au mois de février 1941. L'état-major Rosenberg a également pillé des mobiliers. Il résulte d'une note adressée par l'accusé Rosenberg au Führer et datée du 3 octobre 1942, déposée sous le numéro 1327, notamment ceci, je lis un passage. Pour l'exécution de l'action M, fut créée à Paris la Dienststelle Westen, avec des organes directeurs en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Ce service a expédié jusqu'à ce jour 40 000 tonnes de meubles en utilisant librement tous les moyens de transport, bateaux et chemins de fer. Le ministère du Reich a mis une grande part, plus de 19 500 tonnes, à la disposition des sinistrés. Une copie du rapport Rosenberg, en date du 4 novembre 1943, document PS 1737, daté de Paris, et dont je dépose une copie sous le numéro 1328, nous indique, en faveur des sinistrés, par suite des bombardements du Reich, 52 828 logements juifs ont été saisis et placés sous scellés.
l'envoi aux villes sinistrées, y compris les missions spéciales, a permis d'expédier 47 569 installations complètes. Ici s'arrête cette citation. Le document L-188, recueilli par la 7e armée américaine, est un rapport émanant des services de l'accusé Rosenberg. La pièce 8, dont je dépose une copie sous le numéro 1329, fait apparaître que plus de 69 619 logements juifs ont été pillés, que ces mobiliers comprennent plus d'1 million de mètres cubes et qu'il a fallu utiliser 26 984 wagons, soit 774 trains pour les transporter. Au même dossier, une pièce que je dépose sous le numéro 1330 précise qu'à Paris seulement, 38 000 logements juifs furent vidés. 1330, I think. Le document 1330. Le document 1772 PS, qui a déjà été déposé sur le numéro 1325, nous indique qu'en Hollande, de mars 42 à juillet 43, 22 623 logements ont été vidés et qu'il a fallu 586 péniches et 178 wagons pour déménager ces mobiliers. Ces quelques chiffres sont sans doute suffisants pour appuyer l'accusation de pillage économique portée au nom des pays de l'Europe occidentale contre l'état-major spécial Rosenberg. Comme il a déjà été dit, bien que les éléments matériels d'infraction soient les mêmes, page 41, il ne saurait être question d'assimiler le pillage, comme en fournit l'exemple à travers les siècles, l'histoire de tel ou tel conquérant, et le pillage tel que l'ont compris les accusés. Ce qui empêche l'assimilation des pillages passés au pillage des services Rosenberg ou des chefs nationaux socialistes, c'est l'intention différente, quelque délicate que puisse en être l'analyse. Le pillage ancien, pillage d'œuvres d'art, s'entend surtout d'une satisfaction d'amour-propre du conquérant, où sa sensibilité, son goût, son amour de la gloire jouent un rôle déterminant. Il est sans nul doute possible de retrouver le même sentiment à la base de l'activité criminelle de tel ou tel accusé. Mais, et là va apparaître la différence fondamentale dans la valeur de tel ou tel tableau, de telle ou telle œuvre d'art, les chefs nationaux socialistes, sciemment retenus à la fois, page 42, le critère de la richesse idéale partant de valeurs personnelles,
est celui de la richesse matérielle partant de valeurs d'échange. Valeurs d'échange, qu'il s'agisse de la rétention d'un gage pouvant sinon faciliter, du moins servir de moyen de pression dans les négociations du futur traité de paix, comme les documents présentés au tribunal l'ont laissé apparaître. Quels qu'aient été les prétextes ou les excuses avancées par les chefs nationaux socialistes en mettant la main sur le patrimoine artistique de l'Europe occidentale, soit par vol, soit par de prétendues saisies conservatoires, soit même par des achats directs aux propriétaires ou au commerce d'art, l'intention criminelle est la même. Le mobile allemand a été indiscutablement de constituer une réserve de valeur, page 43, sinon pour la satisfaction d'un désir individuel, mais pour la satisfaction d'un besoin collectif conforme au mythe de la plus grande Allemagne. Réserve de valeur présentant un triple avantage. Avantage culturel d'abord, celui de l'école supérieure. Avantage économique en second lieu. Base de spéculation financière et réserve de valeur facilement écoulable sur les marchés mondiaux. Réserve de valeur fixe surtout, absolument insensible aux fluctuations du cours des matières premières, insensible aux dévaluations et aux manipulations monétaires. Réserve de valeur enfin, présentant une importance politique entre les mains des négociateurs du traité de paix. Page 44. La défense objectera sans doute que les échanges et les achats sur le marché libre ne peuvent être reprochés aux accusés du fait de leur caractère de contrat, du fait de l'accord de volonté et de l'existence de contreparties. Mais les éléments de fait présentés au tribunal permettent d'affirmer que ces opérations n'ont eu que l'apparence d'opérations régulières. Soit que l'on s'attache aux conditions de formation du contrat et que l'on évoque dans les opérations faites sous la menace ou la violence, soit que l'on songe aux droits possédés sur les contreparties fournies. Contrepartie des échanges constitués par des objets ou œuvres d'art volés, contrepartie des ventes réglées en monnaie nationale provenant de contributions plus ou moins régulières, notamment des indemnités d'occupation ou du clearing. La plupart de ces achats, du point de vue des principes généraux du droit pénal, sont entachés à un double point de vue. Payés avec du numéraire spolié d'une part, les œuvres d'art ayant fait l'objet des ventes n'ont pu légitimement entrer dans le patrimoine de leur acquéreur. La violence, le dol
La tromperie, d'autre part, ont entaché une part importante des négociations. Comme il ressort d'ailleurs de nombreuses dépositions, telles de l'extrait du procès-verbal de la déposition du sieur Rochnitz en date du 8 janvier 1946, dont j'ai déjà donné une lecture au tribunal tout à l'heure, que j'ai déposé sous le numéro 1317 et dont il me permettra de lui donner rapidement encore connaissance de quelques passages. Rochnitz, marchand de tableaux à Paris, déclare: Loos est venu me voir en février 1941. Il m'a dit qu'il recherchait des tableaux pour différentes personnes, principalement pour Göring. Je lui ai présenté un tableau de Venix dont j'étais propriétaire et un portrait d'homme du Tilien, qui appartenait pour 2 tiers à Bryczynski et 1 tiers à moi. Loos les a achetés. A little bit more slowly. The light is going. Loos les a achetés, puis 8 ou 10 jours plus tard, il m'a proposé au lieu d'argent des tableaux en échange. Il estimait du reste que j'avais vendu les tableaux trop chers. Le prix était d'environ 2 millions. Il a ajouté que Göring avait vu les tableaux, qu'il ne voulait pas les payer le prix convenu, mais qu'il avait donné l'ordre de les échanger contre des tableaux modernes venant d'Allemagne. Il m'a montré un certain nombre de tableaux et m'a proposé 11 en échange des 2 tableaux. Il m'a empêché de regarder derrière les tableaux. Plus loin, le même témoin dit ceci: Je croyais à cette époque que les tableaux provenaient d'Allemagne. J'ai su peu après que ces tableaux et ceux échangés par la suite avec Loos étaient des tableaux confisqués à des Israélites. Quand j'ai vu que ces tableaux étaient confisqués, j'ai protesté. Loos m'a répondu: J'agis sur l'ordre de Göring, vous n'avez rien à craindre, ces confiscations sont prévues par la convention d'armistice et les échanges sont réguliers. Comme je protestais, il m'a traité d'ennemi du peuple. Ici s'arrête cette citation. Page 46. Jamais, et ceci sera une dernière remarque sur la question, l'histoire n'a fourni exemple de pillage collectif organisé sur des bases aussi scientifiques. La spoliation devient dans le domaine culturel, avec l'état-major spécial, une institution reconnue, comme dans le domaine proprement économique. Elle l'a été avec l'organisation des détachements économiques de la Rogues, dont le fonctionnement ont été exposés au tribunal. Ce pillage des œuvres d'art a été organisé par les plus hauts dirigeants du Reich. Mon collègue du ministère public
chargé de présenter les imputations personnelles, y reviendra. Je me contenterai de déposer encore quelques documents et de faire quelques citations à cet égard. Page 47. Alfred Rosenberg a été le chef responsable de l'état-major. Les ordres émanaient de lui. Au cours de l'instruction, il a été entendu par le colonel Inskel et je dépose une copie de son interrogatoire du 28 septembre 1945 sous le numéro 1332. 1332. 1332. Je passe. L'accusé Göring a été le protecteur officiel de l'état-major spécial Rosenberg. Il écrit lui-même à Rosenberg le 21 novembre 1941, document 1651 PS, dont je dépose une copie sous le numéro 1335. Il écrit lui-même ce qui suit, page 49. J'ai fait le nécessaire pour appuyer énergiquement le travail de votre état-major et pour mettre à sa disposition ce qu'il ne peut pas obtenir par ailleurs, notamment les moyens de transport et la garde personnelle. L'armée de l'air a reçu l'ordre de vous donner toute facilité. Fin de la citation. Page 50. Bas de la page. On a découvert en France une feuille de bloc dorée sur tranche. Ce sont les instructions données par Göring à Paris. Une écriture inconnue a porté une date, 11 février 1941. Je dépose l'original du document au tribunal. Voici la traduction. Dépôt fait sous le numéro 1333. Tous les tableaux marqués H sont pour le Führer. I think this has been read. Hasn't this been read already by the United States? Ceci n'a encore jamais été lu. Oh, very well. Go on. Document 1333. Entre parenthèses, une caisse marquée AH pour moi. Fermez la parenthèse. Deuxièmement, tout ce qui est marqué G. Let me see the original. Is this identified as a captured document? Ceci a été saisi par les autorités françaises qui me l'ont transmis. You see, we don't know what that stamp on it there means. Cette lettre m'a envoyé telle quelle par les services de la Direction générale des études et recherches, et c'est un de ces services annexes qui a porté ce cachet, probablement en saisissant les dispositions d'exécution concernant la coopération avec l'armée
seront prescrites par le chef du haut commandement de l'armée après entente avec le Reichsleiter Rosenberg. Je n'insiste pas sur la responsabilité de l'accusé Keitel. Mon collègue chargé des imputations personnelles développera plus particulièrement ce point. Et pour abréger les débats, je citerai simplement que l'accusé Sensinka a une grosse responsabilité sur les pillages d'œuvres d'art et de livres en Hollande. Je n'arrive donc ainsi, page 64, au terme de mes explications. Quels que fussent les marchés, quels que fussent les acheteurs, en ce qui concerne le trafic des œuvres d'art, le mobile est le même, et mêmes sont les méthodes. Il est difficile de concevoir que des faits identiques de pillage commis simultanément dans tous les pays occupés n'aient pas été le résultat d'une volonté unique. Volonté impitoyable de domination dans tous les domaines qui s'est traduite par le souci de donner une apparence légale aux acquisitions les plus irrégulières. Telles en apportent la preuve les nombreuses déclarations des accusés telles ont été soumises au tribunal. Volonté de domination dans le domaine culturel qui s'est traduite par la volonté d'étendre l'action de confiscation à des régions toujours nouvelles. Volonté de dépouiller les pays occupés qui s'est manifestée jusqu'aux dernières heures. Et ce sera ma dernière lecture au tribunal, c'est le document 160 PS, reproduit dans le livre de documents sous le numéro 1346. Voici la lecture, il est extrêmement court. 14 août 1944, mission. C'est le dernier document. Les chefs de section, Dr Lossé et Dr Borchers, de mon état-major spécial pour les territoires occupés, sont chargés de transporter du musée du Jeu de Paume et du dépôt du Louvre, par tous les moyens encore disponibles, les œuvres d'art mises en sûreté en application de l'ordre du Führer et qui se trouvent encore à Paris. Monsieur le maréchal d'Empire du Grand Reich a dernièrement mis les deux sous-nommés à la disposition de l'état-major spécial jusqu'à achèvement de cette mission, et ce au moyen d'une notification personnelle en date du 13 août 44. Je vous prie d'assurer aux deux chefs de section toute la protection nécessaire. Quelles que soient les raisons d'ordre juridique avancées par les Allemands pour justifier, page 65, les saisies des biens juifs, ceux-ci n'ont jamais perdu le caractère de biens privés. Ils sont à ce titre toujours demeurés garantis
par les clauses de la Convention de La Haye et notamment par l'article 46. La saisie de ces biens ne saurait en particulier être expliquée par une mesure de protection rendue nécessaire par les circonstances, puisque pour la France tout au moins, l'administration des domaines était à même de prendre les mesures souhaitables. Quant au sort réservé par les dirigeants nationaux socialistes aux saisies, les documents produits ont suffisamment montré leur intention et leur projet. La défense m'objectera sans doute que d'importants trésors d'art nationaux des pays occupés ne furent pas emportés en Allemagne. Si un tel argument devait être présenté, je répondrai. Premièrement, pour des raisons diverses. Les occupants n'en ont pas eu la possibilité, puisqu'ils ont eu à peine le temps de centraliser, d'inventorier et de faire transporter les nombreux objets d'art dont les pays occupés ont été dépossédés. Deuxièmement, il est évident que les occupants se sont emparés par priorité des œuvres d'art privées qui sont en général facilement négociables, même dans les pays neutres, tandis que les œuvres d'art nationales se trouvent en quelque sorte hors du commerce et en tout cas difficilement négociables dans les pays étrangers. On prétendra peut-être aussi qu'une grande partie des œuvres d'art ayant été retrouvées, on ne saurait reprocher leur enlèvement. Vous estimerez, messieurs, que si beaucoup d'œuvres d'art ont été retrouvées par les armées alliées, le plus souvent dans des cachettes, le fait répréhensible reproché aux accusés n'en existe pas moins. En effet, ces œuvres d'art ont été retrouvées contre leur volonté et grâce à la victoire des armées alliées. Le crime était donc entièrement consommé au moment de leur découverte. Il ressort de cet exposé que ce sont principalement les œuvres d'art des particuliers belges, hollandais et français, qualifiés le plus souvent de juifs par les occupants, qui ont été pillés. Et ce, dans le but évident de se procurer, à côté d'une satisfaction d'amour-propre, des biens d'une grande valeur au point de vue économique, à l'encontre des principes du droit international. Ces faits de pillage ont été accompagnés souvent de circonstances aggravantes dont la menace constante de violence qui pesait sur les populations des pays occupés n'a pas été la moindre. Le pillage des œuvres d'art apparaît donc, en conséquence, comme une forme du pillage économique en général, et les accusés doivent en répondre
devant votre haute juridiction. Could you tell me what document FA 20, 21, and so forth refers to? It's an inscription which is on these various documents. If you look at document 1333, 1313, or 1334, you will see that on the copy that you will see that on the copies that are before us, there is an inscription to the International Military Tribunal, then the French delegation to the Public Ministry, Economic Section, and then LD Art, document FA 21 and document FA 20. Now, where is document FA 21? Where is document FA 20? C'est un numéro d'ordre FA20 qui avait été donné au document qui nous avait été envoyé. C'est le 1334 dont la communication, dont le tribunal a rejeté la communication. Yes, but what is document FA 20? Or document FA 21? What's it mean? FA20, c'est le numéro d'ordre qui avait été donné à ce document dans les séries de documents et dossiers de documents que nous avions reçus. Ça n'a aucune importance et aucun intérêt. So then, do you mean that it's only a number given by you, or is it a number given by the section economic of the... C'est ça, c'est un numéro que lui avait donné la section économique. Well then, if that is so, if it's the number which is given to this document by the economic section, it does identify the document as a document of a public nature. Nous avions également donné au document que je citais tout à l'heure un numéro. Nous avions donné à tous ces documents des numéros. C'était... So can't you produce le the document report of the FA21, economic section? c'était le document 1333. Nous avions donné également un numéro. Oh, I see. The economic section is merely a section of the French prosecution. C'est une section du ministère public français. I see.